On a fait beaucoup, évidemment, quand on parle de nouveaux projets, d'enjeux de décision publique, on utilise souvent des analyses coûts-bénéfices. L'idée, évidemment, c'est que dans certains cas, puis on voit quand on a des réactions, notamment au niveau de la population, c'est que la réalisation d'un projet ne se limite plus juste à ses retombées économiques ou, par exemple, aux préoccupations de l'environnement. De plus en plus, en fait, on a une prise en compte de l'acceptabilité sociale au sein des communautés concernées. Donc, c'est vraiment important de regarder ces trois aspects-là et ne pas juste aller avec une analyse comme on faisait jusqu'à présent. C'est qu'on a tout le temps une analyse économique, mais on va aller plus loin dans la prise en compte de ces éléments-là. Un autre élément important, c'est quand on parle d'acceptabilité sociale, on ne parle pas ni d'unanimité, ni de simplement se mettre en conformité avec des normes ou de respecter des obligations légales. C'est vraiment davantage information, on va en reparler plusieurs fois dans notre présentation, consultation, voire dialogue entre les différentes parties prenantes des projets. Et ça, c'est vraiment très important aujourd'hui. On voit qu'on a besoin, on avait l'habitude d'informer, peut-être de consulter. Là, on voit qu'en ce moment, la population est en besoin d'un dialogue entre les différentes parties prenantes. Alors, il y a toute une littérature sur les facteurs d'influence de l'acceptabilité sociale. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est important pour nous d'aller regarder, évidemment, je vous ai dit les trois éléments, le niveau de risque, le niveau de bénéfice et le niveau de confiance dans le gouvernement, parce qu'on va se rendre compte, puis quand on fait l'analyse approfondie de nos données, que dans certains cas, on a une perception, c'est une perception des risques. Certains me disent « Oh, j'ai des données », et ce n'est pas une bonne perception, mais c'est ça la réalité, c'est la perception pour la population. On va voir que parfois, c'est une perception erronée. On va avoir une sous-estimation des risques ou une sous-estimation. On va aussi avoir une sous-estimation parfois des bénéfices économiques ou des retombées, que ce soit individuel ou collectif, parce qu'à chaque fois, évidemment, il faut regarder les éléments qui sont reliés soit à l'individu en tant que personne, soit à un ensemble, une communauté. Et on s'est rendu compte aussi que dans certains cas, le niveau de confiance, notamment dans le gouvernement au sens large, donc dans les autorités publiques qui ont à gérer certains enjeux, ça pouvait évidemment avoir un impact sur certains types d'enjeux. Donc, deux éléments qu'on a regardés, nous, dans la littérature, c'est les biais d'information, où on s'informe, quelles sont les informations, puis on parle en ce moment beaucoup de fausses informations, de rumeurs dans les journaux, donc c'est vraiment dans ce contexte-là. L'autre élément important, évidemment, c'est tous les biais reliés à la perception. Donc là, c'est ça que je disais tout à l'heure, nous on travaille beaucoup sur toutes les études, sur les effets de contexte, les biais qui sont reliés, par exemple, si ça touche les enfants, si c'est un enjeu qui va toucher la nature, technologie, est-ce qu'on le subit, le risque. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui vont évidemment permettre de mieux comprendre pourquoi la population est préoccupée ou pourquoi, en fait, dans certains cas, on va être contre, en fait, un enjeu en particulier. Donc, Cyrano, depuis 2011, effectue cette enquête-là. Donc, c'est une collecte de données avec, pour nous, une analyse évidemment très en profondeur. On a toujours fait attention à avoir un échantillon représentatif de la population. Donc, en fait, même si c'est nous qui sommes les promoteurs de l'enquête et de toutes les analyses qui sont faites, on demande à l'EG, en fait, d'administrer pour nous le questionnaire pour s'assurer d'avoir, en fait, une collecte de données objective. Et on a deux types d'enquêtes qui sont faites, en fait, des enquêtes générales, donc les 7 grands enjeux de société, regroupés, on va voir 44 enjeux particuliers. Et aussi, parfois, on fait des enquêtes spécifiques ou thématiques, souvent en fonction de nos projets de recherche ou d'enjeux qui nous paraissent finalement beaucoup plus importants. Donc, si on regarde en temps, la première vraiment édition du baromètre est parue en 2012, où là, on avait, aujourd'hui, on a une parution du baromètre général 2017. On a fait une parution en 2015 sur un baromètre spécifique énergie, changement climatique. On l'avait fait en collaboration avec l'Institut Trottier. Et aussi, en fait, de façon ponctuelle, selon les projets sur lesquels on contribue en tant qu'expert, on a aussi utilisé des données qui avaient été issues de notre collecte. Alors, j'ai cité 3 exemples. On a fait un projet sur la gestion des risques de projets d'infrastructure municipale avec l'Union des municipalités du Québec. On a utilisé évidemment certaines données du baromètre. On a fait un projet avec l'Association de la construction du Québec sur les enjeux reliés justement à la gestion des projets, des grands projets. Et on a eu des projets avec Info Excavation qui liaient plus précisément les risques liés au prix d'infrastructures souterraines au Québec. Et on a publié récemment dans le dernier ouvrage du Québec économique qui est paru en fait il y a quelques semaines sur le défi des infrastructures de chaque tour qui porte spécifiquement sur les infrastructures. On a aussi contribué, là j'essaie de vous montrer en fait l'enjeu parce que ce n'est pas simplement un sondage, on peut dire, parce qu'il sort évidemment, c'est des données d'enquête, mais c'est vraiment un projet qui a une durée de vie et pour lesquels on utilise les données pour vraiment aider à la prise de décision stratégique, aussi bien au niveau du gouvernement, pour des politiques publiques, au niveau des entreprises.
Donc, deux autres projets un peu majeurs sur lesquels on a travaillé, transport des matières dangereuses, une thématique en fait sur lesquelles on travaille depuis une dizaine d'années maintenant. Et on a évidemment présenté alors nos projets, nos études. On a été impliqué dans le cadre des évaluations environnementales stratégiques. On a aussi présenté à chaque fois au ministère de la Sécurité publique à différents congrès de spécialisés où on amène nos données. Puis l'objectif, évidemment, pour nous, c'est de bien regarder comment on analyse, en fait, comment on va interpréter ces données reliées à la perception, parce qu'évidemment, certaines parties prenantes vont nous dire ben, c'est une perception, c'est pas la réalité, puis il y a une façon de comprendre. On est évidemment des certains qui sont ici, on a présenté notamment au Conseil de la réduction des acteurs industriels majeurs. Donc ça fait, on montre qu'il y a un intérêt évidemment pour les études que l'on fait, mais aussi en fait pour les résultats. Et puis notre grande thématique sur laquelle on travaille beaucoup aussi, c'est tout ce qui touche les changements climatiques, la perception et les enjeux des préoccupations de la population. Et dans ce contexte-là, on était même allé plus loin. On est allé regarder aussi est-ce que la population est prête à payer ou est prête à contribuer par ses actions. Parce que ce qui est important, c'est qu'on va voir des perceptions. Notre objectif, évidemment, c'est de voir comment on peut faire évoluer ces perceptions-là et aussi comment on peut s'assurer qu'il y ait une action qui va être présente. Donc, je vais vous parler aujourd'hui vraiment des spécificités de l'enquête 2017. Donc, c'est vraiment ce qui a été publié ce matin. Donc, l'enquête, les résultats que l'on vous présente sont basés sur un échantillon de 1008 Québécois qui ont été sélectionnés selon la méthode des quotas et des strates. Donc, c'est un échantillon représentatif de la population. On a choisi une semaine, donc léger administre ce questionnaire en ligne et ça représente 25 minutes en fait pour répondre à un tel questionnaire. Donc, après, il y a une précision sur la méthodologie. On s'est assuré, évidemment, d'avoir une représentativité. Donc, on pondère notre échantillon en fonction de l'âge, de la taille, du sexe, de l'âge, de la langue maternelle, niveau de scolarité, s'il y a des enfants mineurs dans le ménage, la région, et on compare ça avec les données de recensement de statistiques. Donc, les variables démographiques sont là. Alors là aussi, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, on va vous présenter des données assez générales. Dans le rapport, il y a plus de données. Puis, évidemment, nous, ce qu'on fait, c'est que très souvent, en fonction des thématiques sur lesquelles on va travailler, on a, vous pouvez imaginer, depuis 2011, on collecte des données annuellement avec toutes ces variables sociodémographiques. Donc, on est capable, évidemment, selon des problématiques spécifiques, de pouvoir faire des analyses. Donc là, on travaille avec certains de nos partenaires qui sont intéressés par certaines thématiques ou certaines problématiques. Et on pourrait sortir d'autres données que celles qui vont peut-être présenter aujourd'hui. Quelque chose d'important aussi, ça ressort tout le temps, quand on parle de perception des risques de la population, d'information, on ne peut pas s'empêcher de dire ça va dépendre de ce qui était dans la presse au moment où vous en parlez ou de ce qui dit dans les médias. D'accord? Donc, on a toujours une façon, au moment où on collecte, on va regarder avant, pendant et après, un petit peu, on regarde évidemment l'évolution de ce qui paraît dans les médias. Pendant la semaine de collecte en particulier, on avait des enjeux qui étaient plutôt reliés à des problématiques de sécurité, si je les identifie parmi les enjeux de société, des problématiques plutôt économiques avec tout ce qui se passait aux États-Unis. Et évidemment, c'est toujours la une des nouvelles dans notre top 5, il y a toujours des nouvelles du sport. Donc, au Québec, ça fait toujours partie des 5 nouvelles, mais qui font partie évidemment des préoccupations des Québécois. Et on a aussi commencé à regarder ce qui se disait sur les réseaux sociaux en même temps pendant la semaine-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que normalement, à part de quelques enjeux économiques ou de sécurité, on avait peu de nouvelles qui auraient pu avoir un biais sur certains résultats. C'est sûr qu'on va le voir, il y a des tendances, des nouvelles en fait sur toute l'année qui ont sûrement un impact sur les résultats. On en tient compte quand on fait l'analyse de nos données. Donc, je vais commencer par la première partie. Qu'est-ce qui préoccupe les Québécois? La première question, on leur donne en fait un ensemble de 10 grands risques reliés finalement à mes enjeux. Puis, qu'est-ce qu'on regarde en fait? C'est que les 3 enjeux majeurs qui préoccupent les Québécois, et là, à chaque fois, on a fait la différence entre ce qui préoccupe l'enjeu qui est préoccupant pour vous versus l'enjeu qui est préoccupant pour le Québec, pour la société en général. Donc, ce sont les risques reliés au système de santé, les risques économiques et financiers, et les risques reliés à l'environnement. Quand on parle, on regarde en fait au niveau préoccupant pour le Québec, il y a 2 autres sources de risques, donc les risques liés à la gestion des projets publics et les risques liés aux infrastructures de transport qui sont aussi en fait dans les 5 grandes préoccupations pour le Québec. Ce qui est important de regarder en fait, c'est que il n'y a pas d'évolution dans le temps des préoccupations. Ça veut dire que depuis 2011, depuis qu'on a commencé, c'est toujours en fait plus ou moins c'est les 3 mêmes sources de risques grands thèmes qui ressortent comme étant les préoccupations majeures, la santé, l'économie et l'environnement au niveau du Québec.
Et lorsqu'au niveau personnel, le point collectif, en fait, c'est plus ou moins aussi toujours la même chose. Là, on a eu un enjeu plutôt relié aux infrastructures, gestion des projets publics en 2013. Là, on pouvait dire que c'était relié aussi à l'environnement et au contexte, certainement, de la commission Charbonneau et des problématiques qu'il y avait dans les médias à cette époque. Évidemment, on est capable d'aller regarder. Alors là, on s'amuse évidemment à aller voir en fonction des différentes variables sociodémographiques que nous avons dans notre base de données. On se rend compte que, et ça, on a mis certaines statistiques qui étaient intéressantes parce que dans les baromètres précédents, on avait souvent en fait une problématique, notamment pour la région de Montréal, au niveau des infrastructures de transport. Dans le baromètre cette année, c'est plus en fait la population de la région de Québec en fait qui est occupée par les infrastructures de transport comparativement à Montréal et aux autres régions. Au niveau aussi des populations pour le système de santé, c'est surtout une occupation qu'on voit chez les femmes significativement comparativement au reste des gens. Il y a aussi des comparaisons qui sont différentes en fonction de l'âge et de la génération. Parce que maintenant, on fait beaucoup de comparaisons, on va nous parler des milléniaux, des baby boomers, la génération X. Alors avant, on y allait par âge. Maintenant, on a essayé de regrouper ça aussi par génération. Et ce qu'on se rend compte quand on regarde ces éléments-là, c'est que plus l'âge augmente, plus on est préoccupé par les enjeux liés au système de santé. Et les plus jeunes vont être surtout préoccupés par des enjeux économiques. Donc, en fait, ça, c'est vraiment la différence majeure significative qu'on peut comprendre, relative, en fait, au développement économique pour les uns, puis au vieillissement de la population pour les autres. D'autres éléments qui sont différents aussi, parfois, parce qu'on a la langue, en fait, et puis les différences relatives à ça, on a vu que les anglophones étaient beaucoup plus préoccupés par les risques liés aux infrastructures de transport au niveau collectif. Là, on a une différence qui est très significative par rapport aux francophones. Donc là, je vous ai présenté évidemment les grands enjeux. Maintenant, on va parler en fait des 44 projets qu'on a identifiés. C'est-à-dire qu'on est allé regarder au niveau du Québec. Ça, on s'est basé sur d'autres baromètres qui étaient faits dans le monde. Il y a des enquêtes comme ça qui sont faites auprès de la population. Et on a aussi consulté évidemment nous et nos collègues chercheurs et la population pour savoir quels étaient les enjeux qu'on pouvait mettre. Alors, on a augmenté dans le temps, en fait, on regarde, des fois on en enlève certains, mais on a augmenté dans le temps évidemment le nombre d'enjeux pour lesquels on voulait tester les populations. Donc, au niveau du risque, puis là, je ne vais pas tout vous mettre, c'est la 44, mais je vais regarder le haut du tableau puis le bas du tableau avec vous, en fait. Les deux enjeux majeurs, en fait, qui ressortent au niveau de la population dans le baromètre cette année, c'est l'engorgement des urgences dans les hôpitaux. Donc, il y a une perception de la population que cet enjeu-là, on est vraiment à risque au niveau du Québec. Et la corruption. Donc ça, on était un peu étonnés parce que l'année dernière, évidemment, c'était l'enjeu qui était, en 2013, qui était ressorti comme le premier. Là, on était un peu étonnés qu'il soit encore vraiment aussi élevé, mais on peut imaginer qu'il y a toujours une perception, évidemment, de la population, que peut-être les choses n'ont pas changé ou n'évoluent pas. Puis là, je cite bien, on est dans une perception. Même s'il y en a qui vont dire, oh, il y a des choses qui ont changé, on va le voir. Au niveau de la population, aujourd'hui, l'information ne s'est pas rendue jusqu'à la population par rapport à ces éléments-là. Après, on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont reliés à l'économie, vieillissement, endettement, du coût de la vie. Tout ce qui est avec l'infrastructure de transport arrive finalement aussi dans le top de la liste. Et on a les changements climatiques. Donc ça, c'est le haut de mes 44 enjeux pour lesquels il y a vraiment une préoccupation. Si on va en bas du tableau, cette fois, en fait, c'est aussi un résultat intéressant. Les risques parmi les 44 qui sont vraiment le moins préoccupants pour le Québec, on va le voir, c'est les risques qui touchent en fait aux tremblements de terre, donc les risques naturels. Là, c'est vraiment même le dernier, en fait. Et on a aussi, en fait, construction d'impact éolien, on va le voir, parce que ça, c'est l'élément majeur en termes de perception. Et au niveau des risques aussi, il y a on en parlera un peu aussi, c'est l'exploitation des centrales nucléaires, qui est vraiment, il n'y a plus de centrales ouvertes opérationnelles chez nous, donc les utilisateurs sont perçus comme étant en fait dans ce contexte-là. Les enjeux les plus risqués, c'est pareil, c'est plus ou moins toujours les mêmes. En fait, depuis plusieurs années, la corruption n'était pas dans 2011. En fait, c'est apparu en fonction de l'actualité puis des enjeux qu'on voyait apparaître au niveau de la gestion des projets publics. Mais c'est toujours en fait l'accès au système de santé et l'engagement des urgences qui est une préoccupation là qui est constante depuis 2011 et les infrastructures de transport, la corruption et l'environnement en fonction des années. Au niveau du niveau de bénéfice, parce que ce qui est important, évidemment, on veut s'assurer que quand on va parler d'acceptabilité sociale, essayer de comprendre un petit peu mieux comment la gestion des petits flux peuvent être mise en place, on va sonder aussi la population sur le niveau de bénéfices perçus. Là, évidemment, c'est pas il y a certains enjeux qui n'ont pas de bénéfices en tant que tels. Donc là, vous avez les 17 enjeux pour lesquels on peut imaginer qu'une décision ou un projet ou une politique publique pourrait avoir un impact sur les retombées économiques ou sur le niveau de bénéfices perçus.
Et donc, en fait, ce qui est tout en haut, là, c'est vraiment qui ressort dans les 5 premiers, on va dire. On a la vaccination, les objets connectés à Internet, parce qu'il y a toutes les problématiques reliées à l'information, la construction d'un parc éolien, l'utilisation des nanotechnologies, l'exploitation des mines. Donc là, c'est vraiment les enjeux pour lesquels il y a vraiment un bénéfice qui est perçu pour la population. Et si on va tout en bas, vous voyez que la consommation d'aliments contenant des OGM, l'utilisation de produits chimiques par les entreprises et l'exploitation des centrales nucléaires, l'utilisation des engrais, transport des matières dangereuses, et tout ce qui touche en fait les matières dangereuses ou les industries à risque, et la consommation d'aliments contenant des OGM, c'est vraiment des éléments pour lesquels les Québécois ne perçoivent pas de bénéfices associés à ce projet ou cette activité. Donc là, dans le temps, là, c'est pareil, une constance avec toujours en fait OGM, nucléaire et puis industrie à risque, transport des matières dangereuses selon les années, qui sont dans les enjeux pour lesquels les Québécois estiment avoir le moins de bénéfices pour la collectivité. Donc, le deuxième élément, on a vu le niveau de risque, le niveau en fait, des bénéfices. Là, je vais vous présenter en fait, le niveau de confiance dans le gouvernement pour la gestion des 44 enjeux. Donc là, je vais faire la même chose. En fait, je vous présente ce qui est en haut du tableau. Et c'est de pas du tout confiance à tout à fait confiance. Donc, on est sur une échelle de 1 à 5. Donc, évidemment, quand on est en dessous de 3, ben, on est plutôt dans pas confiance. Et au-dessus de 3, on va dire qu'on est plutôt confiance et tout à fait confiance. Donc, si on regarde d'une façon générale, en fait, l'ensemble de nos enjeux seront cotés sur une échelle de 1 à 3, 3,5 en fait. On dépasse rarement 4 pour le niveau de confiance dans le gouvernement des enjeux. Mais c'est certain qu'il y a des enjeux pour lesquels il y a des possibilités d'action, pour d'autres c'est plus difficile. Mais sur lesquels il y a vraiment un niveau de confiance faible, vous voyez, on va regarder au départ, c'est la corruption. Donc on a l'impression que le gouvernement n'est pas en mesure de gérer en fait cet enjeu-là pour le Québec. Toute la partie engorgement, donc ce qui préoccupe le plus les Québécois, va aussi avoir un impact sur le niveau de perception de la confiance, prix de l'énergie, système de santé. Donc, vous voyez, des enjeux économiques. Puis après, les enjeux pour lesquels pétrole, l'exploitation de pétrole, l'utilisation d'engrais, tout ce qui est aussi relié aux hydrocarbures, aux matières dangereuses, là aussi, il y a un niveau de confiance assez faible dans le gouvernement pour la gestion, le gouvernement dans son ensemble. Si on va tout en bas, évidemment, il y a un niveau de perception qui est assez positif au niveau notamment tout ce qui est les enjeux de santé publique avec la vaccination. Et tous les enjeux relatifs aux risques naturels. Donc, il y a une bonne perception que le gouvernement est en mesure d'aider, ou en tout cas de gérer ces enjeux-là, alors en termes peut-être de prévention, ou après, si jamais il y avait des événements majeurs qui survenaient au Québec, pourrait avoir une façon de les gérer. Puis au milieu, en fait, on a quelques éléments axés, l'éducation universitaire, terrorisme, là, mais il y a une confiance, en fait. Donc, et ça bouge évidemment dans le temps. Ça peut permettre de regarder. Donc, si on regarde lesquels la confiance est la plus faible aujourd'hui, puis c'est la même chose depuis 2011, là aussi c'est important de savoir, parce que même si on regarde qu'il y a un effet au niveau des médias, qu'il y a un effet au niveau de l'actualité, il y a quand même une tendance en fait assez forte dans ce qui est les enjeux qui sont mis en avant. Donc là, on voit que c'est tout ce qui est la corruption, le système de santé, l'exploitation de gaz de schiste, qui reste toujours dans les enjeux majeurs pour lesquels la confiance est la plus faible. Alors là, je ne peux pas lire de loin, c'est juste pour que vous voyez qu'en fait, souvent, quand on regarde, quand on parle de la sécurité sociale, on fait le lien entre le niveau de risque perçu versus le niveau de confiance. Et on s'en va évidemment de là, on a souvent des risques perçus élevés avec un profil de confiance faible, à part pour certains risques en fait, pour lesquels on se déçoit, parce qu'il y a des impacts, je vais en parler après, en termes de santé publique, en termes d'enjeux de politique publique qui ont été mis en place et qui permettent finalement soit d'améliorer l'information, soit d'améliorer la gestion de ces enjeux-là. Donc, en termes d'acceptabilité sociale, maintenant, on leur a demandé finalement quels sont les enjeux pour lesquels vous êtes opposés et sur lesquels vous êtes plutôt favorable. C'est-à-dire qu'on essaie de voir, même si on est capable de voir, il y a des risques perçus, il y a des bénéfices perçus, on peut dire coût bénéfice par rapport à ça. Là, on leur a demandé quelles étaient en fait leur perception, au niveau du niveau d'opposition, est-ce que vous êtes favorable ou pas à ces projets-là. Puis donc, en gros, là, si on partage en deux, on va dire que ils sont vraiment opposés à l'exploitation d'une centrale nucléaire, consommation des OGM, produits chimiques, gaz de schiste, matières dangereuses, vous voyez, tout ce qui touche. On est vraiment, en fait, dans un contexte où tout ce qui touche les industries à risque sont vraiment opposés. En fait, c'est pas favorable du tout. Et on en a quelques-uns au milieu, en fait, entre les deux-là par rapport à ça. Mais après, tout ce qui touche finalement les enjeux pour lesquels le risque perçu est assez faible,
ou pour lesquels, évidemment, par exemple, il y a des politiques comme l'immigration, où il y a des actions qui sont prises, par exemple, par les pouvoirs publics, qui rendent, en fait, finalement, la notion d'acceptabilité un petit peu plus importante. Donc, les mandats socialement acceptables, ben, c'est relié à ceux qui ont des risques les plus élevés, les bénéfices sont perçus faibles, il n'y a pas de confiance dans le gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire là, c'est comme un ensemble d'éléments. Pour simplifier, évidemment, ben, on va voir, c'est toutes les industries à risque, OGM et puis nucléaire, donc là, qui sont vraiment le moins socialement acceptables pour les Québécois. Donc là, maintenant, je vais passer la parole à Ingrid, qui va vous y aller, parce que là, c'est un portrait assez large. On est allé regarder pour certains enjeux en particulier, des éléments en fait, qui vont vous permettre d'un peu mieux comprendre, d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, comme le disait Nathalie, on voit dans la salle, il y a des gens qui travaillent dans des domaines complètement différents. Donc là, on vous a présenté un portrait très général et on va aller maintenant enjeu par enjeu pour essayer de vous montrer en fait une analyse un peu plus détaillée. Donc, on reprend en fait les 7 grands enjeux qui nous ont été présentés tout à l'heure. Le premier qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'enjeu de santé. Qu'est-ce qu'on a mis en fait dans qu'est-ce qu'on a mis pour créer ce grand enjeu de santé? On a mis à la fois des enjeux qui touchent le système de santé, donc l'engorgement dans les urgences, les difficultés d'accès aux services de santé, et également tous des enjeux qui touchent plutôt la santé publique. Et quand on regarde justement pour chacun des grands enjeux, en fait, je vais vous présenter de cette façon-là, c'est-à-dire que je vais vous montrer sur le même graphique, pour que ça soit plus lisible, tous les enjeux reliés à ce grand enjeu de santé et vous montrer le niveau de risque et le niveau de confiance. Donc, ça permet de comparer, en fait, pour ces enjeux-là. Et on voit clairement, par exemple, pour les enjeux de santé, que les enjeux liés au système de santé sont caractérisés vraiment par des niveaux de risque perçus très élevés, un niveau de confiance dans le gouvernement très faible. À l'inverse des enjeux de santé publique, on voit par exemple la vaccination, les épidémies, comme ou pour lesquelles en fait, le niveau de risque perçu est plus faible et le niveau de confiance dans le gouvernement est également plus élevé à ce moment-là. Ok, donc on l'a dit, le système de santé, c'est effectivement la première source de préoccupation des Québécois depuis 2011, tant au niveau personnel que collectif. Et on a voulu s'intéresser plus précisément à l'enjeu de l'engorgement dans les urgences. L'engorgement dans les urgences, ça appartient au top 3 des enjeux perçus comme les plus risqués. C'est aussi dans le top 3 des enjeux ayant une confiance faible dans le gouvernement. Et cette année, en fait, c'est 77% des Québécois qui perçoivent un risque très élevé pour l'engorgement dans les urgences. Et ce qu'on a voulu voir, en fait, c'est est-ce qu'il y avait des différences significatives parmi les répondants? Est-ce que certaines catégories sociodémographiques voyaient des risques plus élevés reliés à ces enjeux-là? Et on constate effectivement des différences significatives, entre autres, par exemple, les femmes, les personnes de plus de 75 ans, les personnes qui ont un revenu de 40 000 $ et moins, un revenu familial, pardon, les personnes qui n'ont pas d'enfants et celles qui utilisent beaucoup la radio et la télé ont une plus grande proportion à percevoir un risque grand ou très grand pour l'engorgement dans les urgences. Alors, un élément important qu'on voudrait faire passer, en fait, on parle beaucoup dans les médias de la confiance dans le gouvernement reliée au système de santé, des listes d'attente de l'engorgement dans les urgences, mais ce qu'on pense, c'est que le citoyen, en tant que personne, a un rôle à jouer dans l'engorgement dans les urgences et dans l'amélioration du système de santé. Et en effet, les comportements des Québécois en santé publique vont avoir une influence sur le système de santé, que ce soit en termes de coût également et en termes d'engorgement. En termes de coût, par exemple, il y a des études qui ont montré que les coûts excédentaires des soins et de la validité associés à l'obésité en 2011 représentent 3 milliards de $ pour le Québec. Donc, ce sont des chiffres vraiment importants. Donc, les citoyens ont vraiment un rôle à jouer. Et on le voit d'autant plus, par exemple, quand on sait que le tabagisme, la sédentarité, l'alimentation, l'obésité sont les principaux facteurs de risque de maladies chroniques au Québec. Et ces personnes vont utiliser, ce sont des grands utilisateurs du système de santé, vont justement être aussi des personnes qui vont utiliser ces services, engorger peut-être les urgences. Et quand on regarde justement par rapport à ces enjeux de santé publique, quand on compare la réalité avec les perceptions des Québécois, on voit là une dichotomie. En effet, il y a 65% des Québécois qui considèrent les problèmes de santé liés au tabac et à l'obésité
comme un risque grand ou très grand. Et quand on regarde maintenant la réalité, le risque perçu par un CFD. Par contre, quand on regarde la réalité, on voit qu'au Québec, c'est 18% des adultes québécois en 2013-2014 qui sont considérés comme obèses, il était seulement 8% en 1987. Et ce qui place en fait le Québec comme le 11e pays avec la plus grande proportion de taux d'obésité en fait parmi les 13 pays comparables de l'OCDE. Donc, on s'aperçoit que finalement, dans ce cadre-là, les Québécois, on doit la faire passer leur perception à des comportements sains et à des bonnes habitudes de vie. Donc, c'est ce message-là qu'on voulait faire passer aujourd'hui également. Donc, l'importance de sensibiliser et d'informer les Québécois sur je m'excuse, il y a un petit problème d'acétate. OK. Normalement, il était entouré d'enjeux pour l'environnement. OK. Les enjeux pour l'environnement maintenant. Donc, ce qu'on a rencontré ici, en fait, ce sont des enjeux qui touchent plutôt les risques naturels, donc on a le tremblement de terre, canicule, inondation, et également des risques qu'on qualifie d'habitude plutôt, effectivement, quand on parle d'environnement, on peut penser à la pollution de l'air, à la pollution de l'eau, les changements climatiques. Donc, on a mis tous ces enjeux-là dans la même catégorie. Et encore là, quand on les regroupe sur un même graphique, pour comparer les niveaux de risque perçus, les niveaux de confiance dans le gouvernement pour ces enjeux-là, on voit clairement que les risques naturels se retrouvent plutôt dans le bas du tableau, donc un niveau de confiance beaucoup plus élevé dans le gouvernement pour gérer ces enjeux-là, et surtout, ces risques naturels, les enjeux de risques naturels sont caractérisés par un niveau de risque beaucoup plus faible que les niveaux de risque perçus pour le changement climatique ou la pollution. Donc, on va se focaliser en fait ici sur deux éléments. Un, dans l'anti-risque naturel, sur les tremblements de terre, on va aller un peu plus loin parce que c'est quelque chose qui nous a interpellés dans les résultats. Et ensuite, on parlera spécifiquement des changements climatiques. Donc, ce qui nous a interpellés vraiment ici, c'est que seulement 8% des Québécois considèrent un risque grand ou très grand pour les tremblements de terre au Québec. Et pourtant, on constate, en fait, le gouvernement du Québec ou Ressources naturelles Canada constate qu'il y a plusieurs centaines de tremblements de terre au Québec par année. Alors oui, pas des tremblements de terre qui vont sur des échelles de Richter, parce qu'elle a des échelles très importantes, mais quand même des tremblements de terre importants, et ce, quasiment tous les jours. Ce qui nous a interpellé également, c'est le fait que notre enquête a été réalisée pendant la semaine de la grande secousse. Qu'est-ce que c'est la grande secousse? C'est un exercice sismique qui a lieu tous les ans en fait, au Québec. C'est un exercice de sensibilisation de la population au danger en fait, des tremblements de terre et surtout à savoir quoi faire en cas de tremblement de terre, comment se protéger. Et c'est une initiative qui a lieu, c'est une initiative internationale donc, qui est prise en charge ici au Québec par l'Association de sécurité civile et le ministère de la Sécurité publique du Québec. Et il y avait pourtant quand même 42 000 personnes inscrites au Québec pour faire cet exercice sismique au Québec. Et pourtant, on reste quand même avec un niveau de risque perçu comme très faible au niveau du Québec. Par contre, ce qu'on constate, c'est vraiment une grande confiance, comme disait Nathalie tout à l'heure, dans le gouvernement pour la gestion de ces risques naturels. Il y a 3 zones distinctes, en fait, comme étant les plus exposées aux tremblements de terre au Québec. La région de Charlevoix, qui est considérée comme la plus à risque. Ensuite, tout l'ouest du Québec, qui englobe la région Gatineau et Montréal. Et finalement, le Bas-Saint-Laurent. Ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est représenter un peu sur une carte, se dire, finalement, est-ce que les répondants qui habitent ces régions-là qui sont plus à risque, eux, est-ce qu'ils perçoivent plus de risques que la majorité des citoyens des Québécois? Est-ce qu'il y a une différenciation? Est-ce qu'ils sont mieux préparés? Donc, on a fait, en fait, sur la cartographie, on a foncé la moyenne est à 8%, donc c'est tout ce qui est toutes les régions pour lesquelles la proportion des répondants percevant un risque grand ou très grand est égale ou inférieure à la moyenne sont en vert sur la carte. Et toutes les régions qui dépassent le niveau moyen de perception au Québec sont en jaune ou en rouge. Et on voit ici que, en fait, oui, pour certaines régions, le niveau de risque perçu est plus grand que la moyenne. Par exemple, on voit pour le Bas-Saint-Laurent, qui est une région à risque de tremblement de terre, l'ouest du Québec, donc avec l'Outaouais, on voit que Montréal, par contre, est encore en vert, donc le risque perçu est loin du risque réel. Et on voit également ici, pour la internationale, donc tout ce qui est Charlevoix, le risque perçu est également sous-évalué pour cette région-là, qui est une région à risque. L'important ici, c'est en termes de communication de la part du gouvernement, en termes de connaissance et de préparation, de sensibilisation de la population, d'information. On sait qu'en sous-estimant le risque, nécessairement les Québécois vont être moins préparés pour se prémunir contre les dangers d'un tremblement de terre et sont donc plus vulnérables à ce moment-là.
Si on regarde maintenant les changements climatiques, donc c'est vraiment un enjeu qui est perçu comme risqué par les Québécois. C'est 51% des Québécois qui perçoivent les changements climatiques comme un risque grand ou très grand. Encore là, on a fait des statistiques pour différencier certaines catégories de personnes en fait en fonction de certaines variables sociodémographiques. Et on voit ici qu'il y a une plus grande proportion en fait de personnes qui voient les changements climatiques comme un enjeu risqué chez les femmes, chez la génération des baby boomers, les habitants de Montréal, les répondants avec un revenu de 80 000 $ et moins, ceux qui n'ont pas d'enfants, les célibataires et les répondants avec un baccalauréat. Donc ça, c'est important aussi quand on veut cibler un message d'information, on va essayer d'adapter notre message à la population qu'on veut atteindre. Ce qui caractérise également le changement climatique, c'est une relativement confiance plutôt faible dans le gouvernement. Il y a 48% des Québécois qui n'ont pas du tout ou plutôt pas confiance au gouvernement pour la gestion de ces changements climatiques, alors que, on sait tous, le réchauffement climatique, en fait, c'est un fait incontestable et bien entendu, le Québec n'est pas épargné par ces changements. Encore là, on revient avec le même message, c'est qu'il faut bien s'adapter à une réalité, ici la réalité des changements climatiques, il faut être conscient du risque. On va maintenant regarder les enjeux industriels. On est dans un contexte où on parle beaucoup maintenant de l'exploration pour du gaz de schiste, l'exploration pour du pétrole au Québec. Le transport de matières dangereuses est aussi un enjeu qui revient dans les médias sans cesse. Et donc, on a voulu regarder un peu plus précisément ces enjeux-là en les regroupant en relation à un graphique qui caractérise les enjeux industriels, essentiellement, quasiment tous les enjeux industriels présentés ici, les risques perçus supérieurs aux bénéfices. C'est vraiment indéniable pour tous ces enjeux-là, excepté deux éléments, ça peut être intéressant, l'exploitation des mines et la construction de l'arbre éolien. Ce sont les deux seuls projets dans tous les enjeux industriels pour lesquels les bénéfices perçus sont supérieurs aux risques. Encore là, pour les enjeux industriels, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de variance au fur et à mesure des années au niveau de l'acceptabilité sociale. Le niveau d'acceptabilité sociale est assez faible en général. Et ce qu'on remarque également, c'est que plus le niveau d'acceptabilité sociale augmente, plus on a un niveau de risque perçu qui diminue et plus on a un niveau de bénéfice perçu qui augmente. Et encore là, sur ce graphique, on voit clairement que les niveaux d'opposition sont très élevés, sauf pour les deux, en fait, les deux qui se retrouvent en bas de tableau, donc pour lesquels les Québécois sont les plus favorables, on retrouve en fait nos deux enjeux pour lesquels les bénéfices perçus étaient supérieurs aux risques perçus. Alors, on va regarder maintenant un peu plus en détail la problématique du transport des matières dangereuses. Au Québec, depuis plusieurs années, en fait, je pense que chaque mode de transport a connu son gros accident majeur. On a eu cet été un accident sur la 40 avec un camion. On a eu, bien entendu, des gantiques en 2013. Les Philippines a été relativement épargnées encore au Québec, mais on a plusieurs accidents dans l'Ouest canadien, encore un il y a quelques jours, et le transport maritime. Alors, qu'est-ce qui caractérise ici le transport de matières dangereuses? C'est un risque perçu comme très élevé, 43% des Québécois qui perçoivent un risque grand ou très grand, une très faible confiance dans le gouvernement, 51% qui n'ont pas confiance au gouvernement pour la gestion de ce transport de matières dangereuses, des bénéfices perçus très faibles, et finalement, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'il y ait 71% des Québécois qui sont opposés au transport de matières dangereuses. Alors, ce qu'on a voulu faire, en fait, on parle beaucoup de transport des matières dangereuses et souvent, on a tendance à faire un amalgame entre tous les modes de transport. On a voulu aller voir un peu plus loin est-ce qu'il y avait des différences à faire dans les perceptions des gens, en fait, entre le niveau de risque perçu pour chacun des modes de transport. Et on a voulu faire ça, en fait, à la suite de l'incident négatif. Donc là, je vous présente, en fait, l'évolution des perceptions. En bas, vous avez les perceptions des modes les plus à risque en 2013 et le graphique en 2016. Donc, ce qu'on demandait aux répondants, en fait, c'était de classer les 4 modes de transport proposés par ordre du plus risqué au moins risqué, donc le plus risqué dans le groupe le plus foncé. Et plusieurs constats ici. Entre 2013 et 2016, on voit que finalement, c'est le train, si on additionne les deux premières, le rouge foncé et le rouge plus clair, on voit encore que le train, que ce soit en 2013 ou en 2016, ça reste le mode de transport qui est considéré comme le plus à risque au Québec. Juste une petite différence, une différence entre 2013 et 2016, c'est la proportion des Québécois qui considèrent un mode comme le plus risqué, donc qui ont classé vraiment numéro 1,
considère ce mode-là comme étant le premier plus risqué. Comparons maintenant au, donc là c'est le risque perçu, on comprend bien, comparons maintenant au risque réel, qui est assez intéressant, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Sur ce graphique-là, il y a plusieurs personnes dans la salle qui nous ont déjà, on travaille sur les transports des matières dangereuses, sur on a activité depuis plus d'une dizaine d'années maintenant au Cyrano, et on a toujours dit que c'est difficile de mettre sur un même graphique, de comparer les différents accidents en fait, entre plusieurs modes de transport, parce que bien entendu, dans le graphique précédent, en fait, sur ce graphique-là, je vous montre le nombre d'accidents. Ce qu'on entend par nombre d'accidents, souvent quand on parle de risque, en fait, on va parler de conséquences et de probabilité. Ici, quand on parle de nombre d'accidents, on parle juste de la fréquence. Donc, il nous manque tout l'aspect de la gravité de l'accident. Donc, c'est difficile, en fait, de mettre en parallèle, de dire, ce mode-là est plus risqué qu'un autre, si on compare uniquement le nombre d'accidents. Parce qu'il faudrait y ajouter, en fait, la partie conséquence, que ce soit sur les travailleurs, sur les décès de la population, sur des problématiques au niveau environnemental. Donc ça, c'est sûr que c'est une partie de la réponse par rapport au risque réel, et on en voit en plus, il y a des problématiques dépendamment des modes de transport, le niveau de déclaration n'est pas le même d'un mode à l'autre, c'est juste pour vous donner une idée. Et finalement, tous les modes de transport se valent un peu en termes de nombre d'accidents par année. On parle des accidents depuis 2004 au Québec. Surtout que les accidents routiers sont un peu plus élevés en termes de nombre d'accidents en que les autres modes. Et un fait intéressant que je voudrais soulever avec vous, c'est la ligne bleue brisée, en fait, ici, qui représente finalement les accidents au niveau des installations de chargement et déchargement. Et finalement, c'est considéré comme des accidents de transport, et c'est ceux-ci qui sont les plus nombreux finalement au Québec. Donc, ça impacte finalement tous les modes de transport, puisqu'on se trouve à un point de transfert de matière dangereuse d'un mode à un autre. Donc, finalement, il n'y a pas nécessairement un mode plus risqué qu'un autre si on constate ces statistiques. On a voulu encore aller plus loin. On a dit depuis le début de la présentation, le niveau d'acceptabilité sociale, ça peut dépendre, ça peut être influencé par le niveau de perception du risque, par le niveau de perception du bénéfice, par le niveau de perception de la confiance dans le gouvernement. Et en fait, il y a un nouvel élément en fait, qui nous est apparu et qu'on peut tester au niveau du transport de matières dangereuses, c'est le niveau perçu de l'encadrement réglementaire d'un enjeu. Donc, ça va plus loin que la confiance dans le gouvernement, c'est vraiment à quel niveau d'encadrement est soumis cet enjeu-là. Et justement, on a voulu tester ces éléments-là au niveau de la perception des Québécois, du niveau de réglementation du PFD. Et, pardon. Sur le graphique que vous pouvez imaginer, il y a les deux constats qu'on pouvait faire, en fait, c'est que le niveau de réglementation perçu par les Québécois s'est amélioré pour ce qui est du transport ferroviaire entre 2013 et 2016. On passait, je pense, de 75% des Québécois qui considéraient le transport ferroviaire comme pas suffisamment réglementé en 2013. Juste pour rappel, l'enquête en 2013 a été faite en novembre 2013, donc vraiment quelques mois après les ce qui peut expliquer ce pourcentage élevé. Et on passe maintenant en 2016 à 57% de la population qui considère ce mode encore comme sous-réglementé. Et là, en fait, on peut se dire qu'il y a quand même énormément de changements réglementaires qui ont été mis en place depuis les que ce soit au niveau gouvernemental, en termes de type de wagon, etc., mais également dans les entreprises, dans l'industrie qui a été aussi proactive en implantant des systèmes plus performants de gestion de la sécurité, etc. Donc, il y a peut-être un besoin d'informer la population. C'est des choses qui se font en termes d'encadrement réglementaire, puisqu'on voit que finalement, c'est pour le transport, plus ça confirme en fait l'hypothèse qu'on faisait, c'est que plus les Québécois considèrent un mode de transport comme suffisamment réglementé, plus ils vont être, moins ils vont être opposés avec ce transport des matières dangereuses. Maintenant, on va parler plus spécifiquement du pétrole et du gaz. On en parle tous les jours. Encore là, il y a 2 jours, M. Trump qui disait qu'il allait autoriser le projet Keystone XL. On a eu, dans la précédente année, en fait, des évaluations environnementales stratégiques du gouvernement. On a eu les audiences du parc de l'NHS. On a eu le projet de loi 106 qui a été adopté sur l'encadrement des hydrocarbures. Donc, ce sont vraiment le pétrole et le gaz, 2 enjeux qui sont très importants pour le Québec. Et on a voulu un petit peu comparer ces 2 enjeux-là spécifiquement. Donc, sur un même graphique, on représente le risque, le bénéfice, la confiance pour ces 2 enjeux-là. Alors, somme toute, les résultats sont un risque très élevé pour les 2, des bénéfices assez faibles et un niveau confiance faible, mais on remarque quand même que
le pétrole est quand même mieux considéré que le gaz si on en croit les perceptions des Québécois. On a voulu voir aussi l'évolution de ces perceptions-là depuis 2011. Et là, un fait intéressant, la première ligne en haut représente la proportion des répondants complètement opposés à l'exploration du gaz de schiste. La ligne en bas, les proportions des répondants complètement opposés à l'exploration du pétrole. Et on voit clairement, finalement, que les perceptions évoluent depuis 2011. La proportion des répondants par rapport au gaz de schiste a tendance à diminuer, de ceux qui sont contre, alors que la proportion des répondants qui sont contre l'exploration du pétrole a tendance à augmenter dans le temps. On a voulu essayer de faire un petit, de voir en fait comment ça pouvait se traduire dans les médias, et on a fait juste un Google Trends sur les deux mots, en fait, gaz de schiste et pétrole, et on voit finalement que ça peut expliquer en partie les courbes que vous voyez ici, puisque en fait, de 2011 jusqu'à 2012, pétrole et gaz sont à peu près similaires dans les recherches sur Internet, et on voit après 2012, la ligne en rouge, que le pétrole surpasse de beaucoup les recherches relativement au gaz de schiste. Voilà donc pour les enjeux industriels. Maintenant, on va regarder plus en détail les enjeux économiques. Donc, les enjeux économiques, c'est donc on a classé ici le chômage, le niveau de retraite, le coût de la vie, endettement des ménages, etc. Rappelons que les risques économiques et financiers représentent la deuxième source de préoccupation des Québécois au niveau personnel. Depuis 2011. On voit vraiment une constance depuis 5 ans. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'il y a dans le top 10 des enjeux perçus comme les plus à risque, il y en a 5 qui concernent les enjeux au niveau économique. Donc, le vieillissement de la population, l'endettement des ménages, la hausse du coût de la vie, le revenu de retraite et le prix de l'énergie. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ce sont des enjeux qui sont tous interreliés. C'est-à-dire qu'en termes d'économie, quand on va parler d'un enjeu, quand on va mettre en place une politique publique reliée à un enjeu particulier, ça va nécessairement avoir des retombées sur tous les autres enjeux économiques. Par exemple, si on parle du vieillissement de la population, ça va avoir des impacts sur les retraites, sur le chômage, sur l'immigration. Et donc, quand on les représente sur le même graphique, encore là, des niveaux de risque relativement élevés pour les enjeux économiques, on le en haut du tableau, et un niveau de confiance moyen. On va parler plus spécifiquement de l'endettement des ménages. Ça faisait encore la une de la Presse Plus il y a quelques jours. Un taux d'endettement des ménages de 166% au Québec, qui ne cesse d'augmenter depuis quelques années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 166% d'endettement? Ça veut dire que les ménages ont contracté en fait 1,66$ de dette sur le marché de crédit pour chaque dollar de revenus dont ils disposent. Donc, c'est énorme et, comme je disais, ça ne cesse d'augmenter quand on regarde les chiffres depuis quelques années. Et pourtant, quand on regarde les perceptions, on a une évolution inverse entre 2013 et 2016, puisque le niveau de risque perçu a diminué et le niveau de confiance, par contre, dans le gouvernement a diminué aussi sur la même période. Alors, encore là, on parle beaucoup, on a parlé la semaine dernière de la mise en place d'un nouveau cours d'économie au secondaire, ça a fait beaucoup de polémiques la semaine dernière, mais je pense que quand on a la vue de ces chiffres-là, ça devient une nécessité en fait d'informer, de mieux informer les Québécois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir encore là des différences selon certaines caractéristiques sociodémographiques pour justement encore là cibler les bonnes personnes qui perçoivent peut-être qui sous-estiment le risque d'endettement ou qui sont plus à risque d'être endettées aussi. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les femmes considèrent l'endettement des ménages comme un enjeu plus risqué que les hommes. De façon significative, il y a 70% des femmes qui vont à un risque grand versus seulement 59% des hommes. Élément intéressant, aucune différence significative selon l'âge, aucune selon le statut familial, aucune selon les régions et aucune selon l'occupation. Donc ça, c'est un point intéressant. On aurait pu penser qu'il y allait avoir des distinctions, mais non. Les niveaux de risque perçus et les niveaux de bénéfices sont les mêmes. Les niveaux de confiance dans le gouvernement ne varient pas selon ces variables-là. Par contre, plus les répondants sont scolarisés, moins ils perçoivent l'endettement des ménages comme un enjeu à risquer. Encore là, des statistiques intéressantes, le niveau de risque, 69% des gens qui ont un diplôme secondaire considèrent un niveau de risque grand pour l'endettement des ménages, versus seulement 55% des gens qui ont un diplôme du deuxième cycle ou du troisième cycle universitaire. Ce qu'on constate également, c'est que plus le niveau de revenu augmente, plus le niveau de risque perçu pour l'endettement des ménages diminue. Donc voilà quelques statistiques. Les répondants avec un revenu de 40 000 $ et moins sont 73% considérés un risque grand pour l'endettement des ménages, contre seulement 59% de ceux qui ont un revenu de 80 000 et moins.
et plus tard. Les anglophones, on voit aussi des distinctions entre au niveau de la langue. Donc, les anglophones font moins confiance au gouvernement pour gérer l'endettement des ménages que les francophones et les hispanophones. Un des derniers enjeux qu'on peut couvrir aujourd'hui avec vous, l'enjeu des innovations technologiques. C'était vraiment des enjeux qui se caractérisent par exemple par l'utilisation des nanotechnologies, de la génétique, de la génomique dans la santé, on a l'utilisation des objets connectés et Internet, on a beaucoup parlé de cyberattaques aussi dans les derniers moments et justement l'utilisation des objets connectés peut être un accélérateur de ces cyberattaques justement. Qu'est-ce qui les caractérise en fait? On se souvient, on a regardé les enjeux au niveau industriel, tout ce qui est caractérisé, c'est le niveau de risque supérieur, les niveaux de risque perçus supérieurs au niveau de bénéfices perçus, pardon. Ici, on a l'inverse, pour tout ce qui est innovation technologique, on a des bénéfices perçus supérieurs au risque. Sauf pour un des éléments qu'on a classé ici, je ne sais pas trop si c'est une innovation technologique, mais on ne savait pas trop où le mettre, si on le mettait dans l'environnement, dans l'industrie, dans l'innovation technologique, mais c'est le seul en fait qui nous sort la consommation d'aliments contenant des OGM comme ayant des risques supérieurs aux bénéfices. De la même façon, quand on regarde le niveau d'acceptabilité sociale, bien entendu, les enjeux pour lesquels le niveau de bénéfice est supérieur au niveau de risque sont très acceptés par les Québécois, sauf là les OGM pour lesquels les Québécois perçoivent un niveau de risque supérieur au bénéfice. Qu'est-ce qui caractérise aussi tous les enjeux, ou quasiment tous les enjeux liés aux innovations technologiques? Ce sont la grande proportion de Québécois qui ne connaissent pas le niveau de risque. En fait, quand on posait la question, Nathalie, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans l'échelle, on demandait en fait de coter le niveau de risque sur une échelle de 1 à 5 avec une dernière case qui ne connaît pas le niveau de risque. Et en fait, ça a été vraiment très utilisé cette case-là pour tous les enjeux des innovations technologiques, puisque c'est 28% des Québécois qui ne connaissent pas le niveau de risque lié aux nanotechnologies, 15% pour l'utilisation de la génétique, de la génomique dans la santé, et 9% pour l'utilisation des antennes cellulaires. Donc, on va regarder ici deux éléments plus précisément. L'utilisation des objets connectés au Québec et les OGM. Donc, c'est juste un graphique rapide pour vous montrer comment les Québécois sont outillés en fait en objets connectés. Il y a 80% qui possèdent un téléphone intelligent, 32% qui sont équipés d'objets connectés pour leurs habitudes de conduite. On parle de GPS, des choses comme ça, des équipements sur la voiture. 13% sont équipés pour la sécurité de la maison, et des caméras de sécurité, etc. 13% également pour l'entraînement, on parle de nombre de bracelets connectés, etc. Et 11% équipés pour la domotique, donc pour le chauffage, etc. dans la maison. Qui fait en sorte que finalement, il y a 84% des Québécois qui possèdent un objet connecté, donc le plus important étant le téléphone intelligent, puisqu'il y en a 80% qui l'utilisent. Si on regarde un petit peu justement les niveaux de préoccupation, les niveaux de perception du risque par rapport à ces objets connectés, encore là, on parle d'objets connectés au niveau de perception au niveau personnel. Donc, ils vont regarder les risques pour eux de ces objets-là. Donc, il y a 27% qui considèrent un risque grand ou très grand, donc c'est vraiment caractérisé par un risque faible, un niveau de bénéfice relativement élevé, un niveau de confiance dans le gouvernement relativement élevé aussi, et ce qui fait en sorte, globalement, à l'inverse des enjeux industriels, par exemple, ou du transport des matières dangereuses, plutôt que 73% des Québécois sont favorables à l'utilisation des objets connectés. Ça pose quand même d'autres problèmes, en fait, parce que, oui, quand on sait bien dans le moment de se brancher à son ordinateur personnel, de voir les résultats, qu'en est-il maintenant de partager ces données-là avec un assureur, avec son banquier, et on a voulu justement aller plus loin et poser cette question-là pour savoir est-ce que finalement il y avait des freins dans l'utilisation de ces objets connectés, même si les Québécois sont en grande partie favorables. Alors, en général, on voyait ce que vous auriez vu en fait, sur ce graphique-là. Je m'excuse, en fait, c'est une version, c'est très bizarre. C'est l'ordinateur. Ouais. C'est un gros fichier et il y a des graphiques qui n'ont pas aimé la taille du fichier comme ça. Mais en tout cas, on l'a vu tout. Ah, non, oui. En fait, on a vu. J'ai vu tout souvent. En tout cas, on va poser la question, en fait, pour l'employer l'effort, on va dire, évidemment, je ne sais pas parce que là, vous n'auriez peut-être pas le reste de la présentation. C'est ça, en fait, on demandait est-ce qu'ils devraient partager leurs données de santé.
leurs données de déplacement et d'attitude au volant, et leurs données, troisième, en tout cas, mais en moyenne, ce qui ressortait de cette élève-là, c'est que les Québécois étaient assez favorables finalement à transmettre leurs données. En fait, c'était assez partagé. Donc, il y avait 50% des gens qui voyaient pas de problème du tout à partager leurs données de santé. Et la question étant posée toujours pour un assureur. 50% des gens qui étaient prêts à donner aussi leurs données relativement à leur conduite automobile. Et on a voulu savoir les freins au partage de données. Les différents freins, en fait, étant tout ce qu'on entend par, justement, ça va être une intrusion dans la vie privée. Est-ce que ma prime va augmenter, sachant que peut-être l'assureur va interpréter ces résultats-là avoir des avantages. Donc, il y avait ces aspects-là plutôt de préoccupation personnelle, de l'usage qui avait fait des données personnelles par les assureurs. Donc, on n'avait pas nécessairement un frein à donner nos propres informations, mais par contre, l'usage qui allait en exister était problématique et était peut-être un frein à partage justement. Si on regarde au niveau de la consommation maintenant des aliments contenant des OGM, on en parle beaucoup également dans les médias, c'est dans le top 3 des projets pour lesquels les Québécois sont le plus opposés en 2013 et en 2016. Il y a 73% qui sont complètement ou moyennement opposés aux OGM. Encore là, il y a des différences significatives qui ressortent si on regarde les différentes caractéristiques sociodémographiques. Ceux qui sont moins nombreux à être opposés à la consommation d'aliments contenant des OGM, les hommes et les habitants de la région de Québec. Et on verra justement qu'à l'inverse, qui va dans le même sens, en fait, c'est que 35% des Québécois reçoivent un risque de grand traitement pour les OGM. Et là, c'est indiqué ceux qui sont plus nombreux à considérer un risque grand. Eh bien, on retrouve les femmes, donc c'est normal parce qu'elles étaient plutôt moins favorables, les attentes de et ceux qui ont un revenu de 40 000 $ et moins. C'est également un enjeu pour lequel il y a 50% des Québécois qui ne font pas confiance au gouvernement pour la gestion de ces sujets. La même façon qu'on a parlé pour le transport des matières dangereuses, c'est un autre élément que les niveaux de perception du risque et des bénéfices perçus comme facteur d'influence, comme déterminant de l'acceptabilité sociale. On avait vu, vous vous en souvenez, du niveau d'encadrement réglementaire. Là, on s'aperçoit qu'il y a peut-être un autre élément également qui rentre en ligne de compte dans notre niveau d'acceptabilité sociale, dans notre niveau d'opposition vis-à-vis d'un projet ou d'un enjeu. C'est finalement le droit de savoir. En effet, on s'aperçoit que les Québécois sont peut-être pas tant opposés à la consommation d'aliments contenant des OGM, mais plutôt à la consommation d'aliments qui ne savent pas qu'ils contiennent des OGM. Et c'est ressorti également, il y a le sommet de l'alimentation qui est organisé par le MAPAC, qui a eu lieu, en fait, la première rencontre a eu lieu au mois d'octobre 2016, la deuxième a eu lieu le mois prochain. Et dans ce contexte-là, en fait, ils font parler des citoyens. Ils ont un site web dans lequel les citoyens peuvent émettre des commentaires sur des thématiques assez variées, dont une est l'étiquetage des OGM. Et on voit vraiment que les commentaires sont justement, on n'est pas forcément contre les OGM, mais plutôt contre le fait qu'on ne sache pas qu'il y a des OGM dans un produit. Et c'est ce qui ressort ici, d'ailleurs, même une citation que j'ai trouvée de Jean Rostand, qui date quand même du début du XXe siècle, qui disait déjà l'obligation de subir nous donne le droit de savoir. Donc on est vraiment dans cet aspect-là, en fait, dans cet état d'esprit-là. Et on voit ici finalement que la problématique réside donc plutôt dans la revendication d'un droit à l'information, d'un droit de savoir qui pourrait se traduire par un libre choix du consommateur. Les projets publics et les infrastructures, Nathalie vous l'a dit, il y a un ouvrage publié au CIRANO, le Québec économique, qui est spécifique aux infrastructures et qui est paru il y a quelques semaines. Donc, on a voulu regarder un petit peu ces enjeux-là, comment au niveau de la perception des risques. Donc, on a des enjeux sur l'état des infrastructures souterraines, l'état des infrastructures de transport, et on a également des enjeux reliés à des projets publics, donc les PPP, les projets en partenariat public-privé et la corruption. Voilà. Donc, ce qui caractérise en gros là, ces enjeux des niveaux de risque relativement élevés, surtout pour la corruption, on se souvient que les derniers, des niveaux de confiance moyens dans le gouvernement. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que le niveau de risque perçu pour l'état des infrastructures de transport est légèrement plus élevé que le niveau de risque perçu pour l'état des infrastructures souterraines. Certainement, en fait, là, ça peut s'expliquer par
un aspect visuel. En fait, on est plus amené à voir des poules, à voir des cônes qui sont fissurés que voir des infrastructures souterraines en haut des États, même si on constate qu'il y a à Montréal énormément de conduites souterraines. Par contre, ce qui les caractérise, il y a beaucoup d'évolutions finalement. Autant il y a une certaine stabilité pour d'autres enjeux, autant pour les infrastructures, on constate que depuis 2011, en fait, le niveau de risque perçu diminue au niveau du Québec et le niveau de confiance dans le gouvernement s'est nettement amélioré également. Si on remarque ici, vous verrez dans ce graphique, en fait, en 2013, on avait séparé en fait, l'état des ponts et des viaducs de l'état des routes. C'est dans le contexte que le viaduc de la Concorde était tombé en 2011, je pense. On avait dû faire ces distinctions-là, maintenant on les a regroupées, mais on voit quand même que le niveau de confiance est beaucoup amélioré. On est passé de 60-68% des gens qui ne faisaient pas confiance au gouvernement à 44% maintenant. Et de la même façon, pour les états des aqueducs et des égouts, 55% qui ne faisaient pas confiance en 2013, comparativement à 45% à l'heure actuelle. Une explication, en fait, pourrait venir du fait que ce soit le MPQ, la Ville de Montréal, on constate une certaine volonté de transparence de ces organismes-là quant à donner de l'information sur l'état des infrastructures. En particulier, par exemple, le MPQ met à disposition de tout le monde, vous allez sur le site web, en fait, un outil qui s'appelle l'inventaire des structures, qui, en fait, vous présente l'indice de conditions générales des structures. Vous savez exactement les conditions de toutes les routes qui sont au niveau provincial, de toutes les structures provinciales, avec les travaux prévus pour les réparations, etc. Donc, on constate vraiment une transparence, une volonté d'ouverture des données à la population, et peut-être que c'est ça qui fait en sorte que le niveau de confiance, même si on est conscient que le risque existe, mais on sait que le gouvernement est conscient de ce risque-là, et puis finalement, il a l'air de le prendre en considération. Pour les partenariats privés, le niveau de risque perçu depuis 2011 est relativement constant et on voit un niveau de confiance qui augmente légèrement dans le gouvernement. Un élément relié, quand on parle de projet de construction, souvent on va penser à la corruption. C'est effectivement le premier enjeu depuis 2013 avec la confiance la plus faible dans le gouvernement. Et nos conclusions, en fait, les perceptions des Québécois sont peut-être aussi appuyées par les conclusions du rapport politique public, le suivi des recommandations de la commission Charbonneau, qui a déposé son rapport tout récemment, en fait, au mois de décembre 2016, qui a fait le constat que sur les 60 recommandations de la commission, il y en a 15 qui ont été mises en œuvre de façon satisfaisante, mais 36 qui n'ont pas du tout été mises en œuvre. Donc ça, c'est vraiment un comité indépendant. On voit que au niveau gouvernemental, en fait, il y a beaucoup de recommandations qui n'ont pas été mises en place. Par contre, au niveau de l'industrie, on voit quand même une certaine avancée dans la mise en place d'actions collectives pour lutter contre la corruption. Très intéressant, il n'y a aucune différence dans le niveau de risque perçu par la corruption en fonction des variables socio-démographiques. Donc vraiment, c'est une perception globale au niveau du Québec qui est valable. Un élément important, on en a parlé du besoin de l'information de la population et des sources d'information. On a encore très peu parlé en fait, de l'impact de la source d'information sur notre perception du niveau de risque. Vous verrez dans le livre, on en parle un peu plus, on a des statistiques sur les sources d'information utilisées par les Québécois, sur les confiances dans ces sources-là, et sur certaines relations entre l'utilisation d'une source d'information et l'augmentation du niveau de risque perçu, du niveau d'acceptabilité sociale. Et justement, pour la corruption, on voit que ceux qui écoutent beaucoup, ceux qui utilisent en fait beaucoup la source d'information télé, radio, vont avoir tendance à percevoir un niveau de risque pour la corruption beaucoup plus élevé que ceux qui n'utilisent pas ces sources-là comme source d'information. Un fait intéressant quand même que je voulais partager avec vous, c'est que la proportion des Québécois qui perçoivent un risque grand ou très grand pour la corruption a diminué quand même. Elle est passée de 82% en 2013 à 73% en 2016. Donc on va vers le mieux. Dernier enjeu, avant de passer à la période de questions et à la conclusion, les enjeux de sécurité. Donc on a des cyberattaques, le terrorisme, la fraude alimentaire. Il y a certaines données en fait, qu'on ne vous présente pas aujourd'hui parce qu'on en a présenté à d'autres conférences ou d'autres conférences qui s'en viennent sur ces thématiques-là. Donc, ce qui caractérise les enjeux de sécurité, même si ça reste des enjeux relativement peu préoccupants pour les Québécois, on voit quand même une tendance à l'augmentation de la préoccupation des Québécois pour les enjeux de sécurité au fil du temps. Si on se consacre maintenant aux cyberattaques, juste pour vous donner un portrait de la réalité, actuellement, il y a 42,8 millions de cyberattaques qui ont été déclarées dans le monde en 2014, donc ça fait plus de 117 000 incidents par jour, donc c'est vraiment quelque chose
un phénomène grandissant et important. Et le Canada, le Québec n'est pas épargné non plus, puisque 60, dans l'étude de PricewaterhouseCoopers, il y a 69% des entreprises canadiennes qui ont été sondées en 2012 qui se disaient avoir été victimes d'une cyberattaque. Les cyberattaques peuvent toucher différents domaines. On parle du secteur des télécoms, des secteurs financiers, c'est les secteurs pour lesquels on imagine le plus facilement une cyberattaque, mais aussi on a toutes les infrastructures essentielles. On peut penser aux réseaux électriques, etc. Et on a parlé beaucoup des objets connectés tout à l'heure, et ce qu'on voit justement, c'est que l'usage accru des appareils mobiles et l'adoption de l'Internet des objets va avoir tendance à multiplier les risques de cyberattaque. Regardons maintenant les perceptions. 45% des Québécois perçoivent un risque grand ou très grand pour les cyberattaques, encore là, on a des différences par rapport à certaines données socio-démographiques. Et 45% ne font pas du tout ou plus droit confiance au gouvernement pour la gestion des cyberattaques. Donc, je vais passer la parole à Nathalie pour la conclusion et ensuite on va passer à la période de questions. Merci beaucoup. Donc, on a eu un portrait évidemment des différents enjeux. On est rentré dans les détails pour certains éléments qu'on pensait importants aujourd'hui. Donc, moi, je vais conclure en disant ce que j'ai dit au début, évidemment, c'est que nous, l'essentiel de ces données-là nous aide, en fait, pour soit conseiller le gouvernement, soit les institutions publiques ou certains de nos partenaires sur la notion d'actualité sociale et aussi le rôle qu'on peut donner à l'information dans le processus. Donc, en fait, ce qu'on a constaté, en fait, c'est que pour certains enjeux, puis une ville essaie de le montrer en montrant certains exemples de risques réels, c'est qu'il y a une évaluation erronée du risque ou des connaissances liées aux bénéfices aussi, parce qu'il n'y a pas juste l'aspect risque, des fois, on a l'impression que c'est une matière dangereuse, puis c'est risqué, puis qu'on ne regarde pas le côté retombée économique ou la connaissance en fait liée à ça, et souvent on a une niveau de confiance assez faible dans le gouvernement pour la gestion de certains enjeux, sans se poser la question est-ce que c'est vraiment un enjeu où la population ne peut pas aussi, si on les sensibilise, si elle passe un peu à l'action comme ça en termes de santé publique notamment, on peut jouer un rôle. Donc il y a tous les éléments qui sont importants. C'est sûr qu'on explique en fait ces constats-là principalement par le fait que dans certains cas, il y a les Québécois qu'on a débauchés, nous disaient, il y a un problème de disponibilité d'informations. Ils ne connaissent pas parce qu'il y a trop peu d'informations qui sont disponibles sur ce sujet-là. Nous ne savons pas où la chercher. L'information qui existait souvent disponible et complexe. Donc, notamment quand on parle des enjeux environnementaux, très souvent, c'est ce qu'on retrouve en fait, une complexité de l'information qui est disponible. Et ou alors, c'est parce qu'ils ne savent pas où en fait aller chercher l'information. Ils ne connaissent pas les médias, ils ne savent pas. Et un élément important, c'est qu'il y a 53% des Québécois qu'on a interrogés qui disaient ne pas connaître le BAT. Donc, en fait, là, c'est une statistique assez importante quand on parle de consultation publique d'enjeux de société. C'est un organisme qui permet justement, pour les politiques environnementales, de la consultation sur les enjeux environnementaux et la partie de la population sondée ne connaissait pas cet organisme-là. On leur a demandé évidemment aussi qui devait être consulté en fait pour aider à la prise de décision. Et ce qu'on voit en fait, c'est que les experts indépendants, les chercheurs, en fait, il y a 87% qui répondent ne vont être consultés. Donc ça reste, on voit bien une volonté d'avoir une source d'information crédible, indépendante, basée sur des données probantes, donc avec un rôle important du rôle des experts. Et ce qui est une évolution par rapport au baromètre passé, c'est finalement la deuxième type de personnes qui doivent être consultées par le gouvernement, qui doivent être impliquées dans les enjeux des citoyens. Donc là, on voit bien que c'est deux types en fait, de ressources qui pourraient aider dans la prise de décision. Après, évidemment, on voit que ça a augmenté dans le temps, les groupes environnementaux, c'est un sondage quand même important qu'on souhaiterait voir, évidemment, pour avoir un débat qui soit le plus objectif possible, où les éléments, évidemment, sont captés, puis on ne cherche pas à biaiser, évidemment, l'information qui va être donnée. Donc, la solution, puisqu'on voit quand on évolue dans ces éléments-là, c'est qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais c'est l'implication de la population, passer d'un niveau où on les informer. Donc, on a plus de 70% de la population qui dit je suis prête à participer à des réunions d'information. Alors là aussi, on n'est pas de réalité, mais il y en a des consultations qui ont lieu tous les jours, qui on regarde le niveau de population présente, ne sont pas présents. Mais il y a une volonté, là, toujours pareil, on perçoit, on veut participer, mais dans la réalité, il va falloir trouver des moyens de les inciter à participer. Mais surtout, ce qui est important, c'est une augmentation de l'élément consulté dans le processus. Et certains considèrent même, donc un tiers des gens qu'on a consultés qui disent on voudrait participer, être actifs dans la prise de décision.
Donc là encore, entre ce qu'ils veulent et ce qui se fait réellement, parfois, en fait, ça existe, ces organismes, il y a déjà des cahiers de consultation, mais il faut trouver des moyens innovants, si vous voulez, pour s'assurer que cette perception de vouloir participer soit augmentée. Donc, d'une façon générale, en fait, il faut essayer de trouver un moyen novateur pour pouvoir permettre à ce que la population ait des niveaux de compétences. On parlait de littératie tout à l'heure, s'assurer qu'ils veulent participer, mais il faut s'assurer qu'il y ait la connaissance, parce qu'on ne connaît pas le niveau de risque. Donc, les éléments sont importants. Et puis, vous avez trouvé des moyens. Là, on a vu, il y a 60% qui utilisent surtout la télé et la radio pour s'informer. Donc, peut-être que c'est des canaux qu'il va falloir regarder par rapport aux éléments d'information, si on veut, pour l'information. Il y en a une augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux. On est passé de 26% à 41% de la population qui s'informe d'abord sur les réseaux sociaux et l'Internet et tout ça. Et puis, évidemment, le niveau de confiance, parce qu'après, évidemment, on a des sources de confiance dans les sources d'information. Les états d'environnement sont sur le haut niveau de confiance quant à l'information que vous avez trouvée. Donc, merci beaucoup, évidemment, de votre attention. Vous pouvez lire les autres résultats du rapport. Et puis, si vous avez des questions, on est là encore un petit peu pour pouvoir répondre à vos questions. Et j'informerai que si vous avez des questions, si vous pouvez venir au micro, parce qu'il y a des gens qui sont actuellement en train de suivre la conférence sur Internet et qui n'entendraient peut-être pas la question si vous en avez une. Donc, merci beaucoup. Des questions. Il y a tellement d'informations facile. Il y a des choses qui m'ont surpris en fait dans la. Viens jusqu'au micro. Tu peux, à moins que tu parles très fort, mais sinon, ben, on peut t'approcher. Ça c'est mieux pour que les gens entendent. Le micro est là. Alors, il faut venir au micro là. Si j'ai bien compris, partout, depuis quelque temps, on voit une augmentation de la confiance qu'on fait au gouvernement pour résoudre des problèmes. En même temps, si je suis bien informé, on voit une diminution de la confiance qu'on a au gouvernement actuellement en place au Québec. Est-ce que ces deux observations peuvent être rimées? C'est certain qu'il y a un élément, enfin en tout cas au niveau de la confiance, ce qu'il faut voir, puis nous, quand on dit gouvernement, c'est en sens large, d'accord? C'est-à-dire que ça peut être aussi bien des organismes de santé publique, il y a les différents niveaux, puis ça peut être au niveau municipal, provincial, fédéral, on n'a pas fait la différence, donc il y a un amalgame complet, donc c'est sûr que pour certains enjeux, on pourrait relier le gouvernement en place versus la notion de gouvernement, mais ça pourrait être un lien. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un lien par rapport à cet élément-là, c'est certain. Mais nous, ce qu'on a regardé, c'est vu le nombre de questions qui sont posées, vu les enjeux qui sont posés, on a bien spécifié que pour nous, le gouvernement était l'organisation publique qui pouvait gérer. Donc, on n'associait pas ça à un gouvernement en place, en particulier. Oui. Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire, mais quand on regarde effectivement les écarts entre la perception et les risques réels, je crois qu'au-delà des projets particuliers, il y a un enjeu de société extrêmement important. Et c'est toute la question de l'évolution de la science. Autrement, probablement que ce que vous appelez des fins, ces fins-là deviennent majeures pour l'évolution de la science lorsque l'acceptabilité sociale n'est pas là. Et on va voir pour les OGM, et on va voir ça va avec les nanotechnologies, ça arrive systématiquement. Et ça, à mon avis, vous devriez peut-être creuser un peu ça, parce que c'est un enjeu de société qui, au-delà d'un projet particulier, devient majeur actuellement, compte tenu du rythme d'évolution des domaines scientifiques qui s'accélère de façon considérable, de complexité aussi. L'opinion publique et les faiseurs d'opinion publique souvent mal informés peuvent devenir des contraintes majeures à l'évolution même des sciences, non seulement dans les régions particulières, dans la science. Merci pour le contexte. Ouais. C'est un très bon point. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie beaucoup d'être venu. Bonne lecture. Merci.